Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui portera sur comment créer son entreprise, ou plutôt quelles sont les bases pour créer son entreprise. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Jérôme Saby, j'ai créé mon entreprise dans le domaine de la formation depuis plus d'1 an maintenant. Je propose des formations en ligne et mon entreprise se nomme Logos Formation. Vous pouvez la retrouver sur logos-formation.com. Donc, au travers de ces vidéos, je souhaite vous présenter comment créer mon entreprise. Mon entreprise, en tant que formateur, mon entreprise dans la formation a pour objectif d'accompagner toutes les personnes aussi bien vers la reconversion, la création d'entreprise ou bien le retour à l'emploi. Donc au travers de cette vidéo, je souhaite vraiment vous apporter des bases. La liste ne sera pas exhaustive, mais en tout cas, elle va vous apporter les bases pour toute chose. Donc nous allons pouvoir commencer sans plus attendre. Donc, ce que nous allons voir au travers de cette vidéo, ce sont les éléments suivants. Donc, nous avons l'étape 1 qui est la définition de l'activité. Donc, pour créer son entreprise, il est important de définir son activité parce que c'est un gouvernail, en fait, pour la création de notre entreprise. Si on ne sait pas dans quel domaine on veut se lancer, ça va être forcément plus difficile de créer son entreprise. On est bien d'accord. Donc ensuite, nous allons voir l'étude de marché. L'étude de marché, c'est vraiment un socle, c'est une base lors de la création d'une entreprise. C'est vraiment quelque chose de très important et c'est aussi l'un des gouvernails, celle qui va pouvoir affirmer ou au contraire nous dire que dans le domaine dans lequel on se lance, ça n'est pas forcément là où il faut aller. Nous allons voir l'étape 3 qui est le business plan. Donc lui, c'est vraiment un aspect chiffré et nous allons pouvoir voir en fait connaître les différents chiffres, combien on va pouvoir facturer et tous ces aspects-là. Ensuite, nous allons fixer le statut. Le statut est quelque chose d'important, savoir quel statut on va donner à notre entreprise pour la fiscalité et pour toute autre chose. Nous avons également la demande de financement. Parfois, on peut demander ou on doit demander un financement pour pouvoir créer son entreprise. Donc, nous allons voir comment s'effectue une demande de financement. Enfin, une demande de financement. La création et après, donc l'étape finale, c'est la création de votre entreprise. Donc, nous allons pouvoir commencer sans plus attendre. La définition de l'activité. Donc, c'est savoir dans quel domaine je souhaite créer mon entreprise. Est-ce que c'est un domaine passion? Est-ce que c'est un domaine que je maîtrise professionnellement? Donc un domaine dans lequel j'ai déjà travaillé, que j'ai travaillé par exemple pendant des années, mais je souhaite exercer en tant que patron. Parfois on peut travailler dans un domaine, en avoir marre d'être salarié, on veut créer son activité. Je veux travailler à temps plein ou à mi-temps. Donc avec certains statuts, et même la plupart des statuts, on peut choisir de faire une activité, enfin avec certains statuts, mais pas tous les statuts quand même, avec certains statuts, d'autant le statut d'auto-entrepreneur par exemple, on peut choisir de travailler à mi-temps. Ça peut être, je peux dire, voilà, je veux travailler le week-end ou juste la semaine, je veux me fixer des heures. Quand je vais créer mon entreprise, je vais pouvoir en fait me fixer les heures que je souhaite. Donc il faut comprendre que l'entrepreneuriat c'est un marathon et donc bien définir son projet, c'est s'assurer d'aimer son activité à long terme. Parce qu'on est bien d'accord que lorsque l'on crée son entreprise, généralement ça va être pour la vie. Ça veut pas dire qu'on peut pas après changer d'activité et repartir sur autre chose, fermer son entreprise ou la faire bouger vers un autre domaine. C'est toujours possible. Mais en général, quand on crée son entreprise, c'est pour plusieurs années. Donc, voilà, c'est important de vraiment pouvoir bien identifier tous ces points. Donc, l'étude de marché.
Donc l'étude de marché, l'objectif de l'étude de marché, c'est d'étudier mes concurrents. Donc je vais étudier les prix qu'ils pratiquent, les offres qu'ils proposent, les clients avec lesquels ils travaillent. Pour moi, ça va pouvoir me permettre de me caler en fait sur caler mes prix, caler ce que je vais proposer en fonction de mes concurrents. Et l'objectif étant de bien sûr proposer quelque chose de meilleur qu'eux. Donc c'est vraiment savoir ce qu'ils font, ce qu'ils pratiquent et ce que je vais pouvoir mettre en place. Donc les clients avec lesquels ils travaillent, forcément, c'est aussi ça, se dire que je vais pouvoir aller solliciter ces clients-là. Je teste si mon projet est viable en interrogeant des clients potentiels. Donc c'est poser des questions ciblées en lien avec ce que je souhaite proposer. Ça c'est important parce que quand je vais tester si quand je vais questionner ma clientèle, je vais voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent pas, et je vais pouvoir m'adapter en fonction de ça. Donc proposer des choses, peut-être qu'au départ j'allais proposer un aspect en particulier, et finalement, je vais me lancer plus dans un autre domaine. Par exemple, moi, quand j'ai créé mon entreprise, à l'origine, en tant que formateur indépendant, je voulais axer principalement mon activité sur de la formation en présentiel. Donc pouvoir me rendre sur place des organismes de formation et proposer ma formation de telle manière. Mais quand j'ai fait mon étude de marché, et en fait en parallèle, oui, il faut savoir qu'en parallèle, je voulais malgré tout créer une activité en ligne. Mais je me disais que ça allait être une activité plutôt secondaire parce que pour moi, ce qui allait le mieux marcher, ça serait l'aspect en présentiel. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait mon étude de marché, donc j'ai axé mon étude de marché sur les personnes pour proposer des formations en ligne. J'ai fait une autre étude de marché pour les organismes de formation et aussi les entreprises travaillant dans mon domaine, donc qui est l'agroalimentaire à l'origine. À l'origine, je travaillais dans l'agroalimentaire et j'ai axé aussi parce que je voulais justement, avec cet aspect en ligne, pouvoir potentiellement toucher des pays francophones qui seraient donc du coup pouvoir toucher le monde entier. Et en fait, à l'issue de cette étude de marché, je me suis rendu compte que l'aspect en ligne allait être quelque chose qui allait mieux marcher. Donc, je me suis rendu compte que au travers des réponses, il y avait plus d'ouverture sur une formation en ligne, il y avait plus de personnes qui étaient disposées à être formées en ligne que de personnes qui étaient disposées à être formées en présentiel, et plus de personnes en ligne que d'organismes qui étaient prêts à me fournir du travail finalement. Donc, à l'issue de cette étude, je me suis rendu compte qu'il fallait que je développe vraiment un site en ligne et que mon activité principale se ferait en ligne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je propose des formations en ligne sur logos-formation.com. Donc vous pouvez me trouver sur tous les moteurs de recherche. Ensuite, c'est les périodes d'accroissement de travail ou au contraire, les périodes de faible activité. Il est important de connaître son marché, important de connaître comment ça fonctionne. Par exemple, moi je sais que dans le domaine de la formation, les périodes où il va y avoir un fort accroissement de travail, ça va être plutôt de septembre à juin, juillet. Avec au milieu de cette période-là, bien sûr, les périodes de fête où ça va être un peu plus où ça va être un peu plus calme, par exemple la semaine Noël, jour de l'an, et quelques semaines comme ça. Mais là où il y a le moins de travail, ça va être plus juillet, août, où les gens ont tendance à être en vacances. Donc forcément les personnes au mois de juillet, au mois d'août, ils n'ont pas la tête à se former. Donc je sais que mon activité juillet-août, elle va être plutôt calme. Et bien ça, c'est pouvoir connaître son marché, pouvoir connaître le fonctionnement de son activité et savoir à quelle période en fait je vais avoir le plus de travail et à quelle période je vais en avoir le moins. Ça va permettre en fait sur le long terme de s'organiser et d'organiser son travail en fonction de ça et ne pas être surpris quand je vais arriver à une certaine période et que je vais moins vendre par exemple. On va comprendre pourquoi
bah, ça se passe comme ça à ce moment-là. Et donc, je vais pouvoir axer sur d'autres périodes, me dire, bon, bah, à cette période-là, c'est là où je dois faire mon chiffre d'affaires. On le voit, par exemple, dans la restauration, où ça va être plus, par exemple, justement, pendant les périodes de vacances, où il va y avoir plus de travail. Donc là, ils vont axer vraiment énormément leur publicité, leur travail, leur activité sur ces périodes-là. Et le reste de l'année, ils savent que les périodes vont être plus calmes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de travail, mais la période sera plus calme. Donc tout ça, c'est vraiment important de pouvoir y réfléchir, de pouvoir l'analyser. Donc toutes ces analyses, bien sûr, vous pouvez le faire en questionnant. Donc quand vous allez analyser vos concurrents, bah, vous pouvez le faire en faisant des recherches sur les moteurs de recherche, sur Google, sur ChatGPT, sur tout ce qui est possible en fait, même le journal. Alors oui, c'est plus vieux quand même, mais le journal et tous les documents qui peuvent être mis à votre disposition. Et c'est pareil pour les périodes d'accroissement de travail. Vous pouvez en fait étudier les entreprises et voir à quel moment les entreprises qui travailleraient dans le même domaine que vous, et voir à quel moment leur travail est le plus élevé et à quel moment il l'est le moins. Et c'est pareil ça peut être sur les horaires. Moi, par exemple, la formation, bon bah les horaires de travail généralement c'est de 8h à 17h. Mais dans la restauration, on sait que on va plus travailler à midi et plus travailler le soir à 20h, 21h, dans ces heures-là. Donc aussi, quelqu'un qui ouvrira un restaurant et qui se dit que mon restaurant il va être ouvert de 15h à 16h, c'est à se questionner en fait. Donc ensuite, nous avons le business plan. Donc le business plan, lui, il permet d'établir une liste de mes futures dépenses. Donc c'est en fait pouvoir connaître toutes les choses dont je vais avoir besoin pour le fonctionnement de mon entreprise. Donc les futures dépenses, ben, ça va être par exemple tout bêtement l'URSSAF. Le fait qu'on paye des taxes à l'État, le fait qu'on paye de la TVA par exemple, le fait qu'on paye des impôts, mais ça va être aussi toutes les autres dépenses, les dépenses téléphoniques, si j'ai besoin d'une voiture, si je vais me déplacer ou pas, si j'ai besoin d'un magasin, si j'ai besoin d'un lieu particulier. Moi tout bonnement, bah, par exemple, dans mes calculs, il y avait la création d'un site internet, donc ça a un coût, donc j'avais calculé tout ça. Si j'ai besoin du coup d'un crédit, si j'ai besoin de tout ça. Et on va en fait analyser ces choses-là de cette manière-là, se connaître toutes les dépenses qu'on peut avoir. Il me donne un ordre d'idée de la somme dont j'aurai besoin pour que mon entreprise fonctionne. Donc comme je vous le disais, ces dépenses potentielles vont me permettre donc de calculer le prix que je fixerai pour vendre mes produits. Parce que l'objectif étant, quand vous avez des dépenses, si vous faites un crédit, mais même si vous ne faites pas de crédit, vous savez que vous avez des dépenses, eh bien vous allez fixer un prix en fonction de ces dépenses pour que vous puissiez déjà vous tirer un salaire, mais qu'en plus de ça, vous puissiez payer, par exemple, l'achat. Si vous vendez du matériel, ben, l'achat du matériel, vous allez devoir faire une marge sur cet achat. Si vous fabriquez, si vous êtes en cuisine, ben, c'est le prix de toutes les denrées, le prix de tous les éléments, de tous les aliments qui va conditionner en fait le prix de vente de vos plats, par exemple. Donc tout ça, c'est important de pouvoir le calculer pour vraiment gagner votre vie en fait. Le business plan, il se couple à l'étude de marché. Donc vous allez, comme je vous le disais, vous allez étudier en fait le marché de vos concurrents. Vous allez voir les prix qui pratiquent. Donc vous allez et au travers de votre étude de marché, ben comme je vous disais, moi par exemple, j'ai su que je devais créer un site internet au travers de l'étude de marché. Donc mon business plan, il est venu se mettre en coalition en fait avec mon étude de marché. En coalition avec mon étude de marché. Eh bien, vous allez aussi devoir, par exemple, si vous vous dites sur mon business plan, moi, ça va me coûter tant de fabriquer un produit, donc je veux vendre, je sais pas, je dis n'importe quoi, 20 € le produit. Donc chaque produit, je les vendrai 20 €. Mais si vos concurrents, par exemple, ils vendent ce même produit
à 10 euros, et ben vous savez pertinemment que 20 euros, vous allez en fait perdre par rapport à vos concurrents. Donc l'objectif, c'est de pouvoir justement vous dire, bon bah je vais chercher des produits qui seraient moins chers pour pouvoir vendre un produit à un prix qui se rapproche de celui de mes concurrents. Ça sera pas forcément moins cher, mais s'en rapprocher. Ça sera pas forcément le même prix, mais encore une fois, c'est s'en rapprocher. Et si vous savez que par exemple que vous pouvez pas être aussi bas que vos concurrents, bah, c'est pouvoir proposer quelque chose qui est en plus par rapport à vos concurrents. Donc tout ça, bah, ça se couple à l'étude de marché en fait. Donc c'est pour ça qu'il est important de connaître justement ce que mettent en place nos concurrents. Ensuite, il doit être précis et détaillé. Chaque chiffre doit vraiment être détaillé. On doit vraiment tout retrouver sur un business plan. Si vous pouvez le faire sous forme de tableau, vous pouvez le faire sous forme de tableau Excel, vous pouvez le faire de n'importe quelle forme, mais chaque chiffre doit être détaillé pour que quand on lise le business plan, on puisse le comprendre. Parce que il faut savoir que le business plan, c'est ce que le business plan plus l'étude de marché, c'est ce que vous allez remettre à une banque ou à un financeur si vous avez besoin d'un crédit. Si vous avez besoin d'un financement, bah c'est ce que vous allez leur remettre. Donc quand ils vont regarder votre étude de marché, votre business plan, ils doivent comprendre à quoi correspond chaque chose. Donc c'est vraiment quelque chose de primordial, d'important, de pouvoir vraiment détailler chaque chose. Chaque dépense, à quoi elle correspond, pourquoi vous y avez pensé, et ainsi de suite. Donc c'est encore une fois pour ça que ça doit être en corrélation avec l'étude de marché. Il va me donner une orientation sur le futur statut de mon entreprise. Parce que pour une entreprise, en fait, en fonction du chiffre d'affaires, le business plan va donner une idée approximative, parce que c'est pas vraiment précis, on est sur de la théorie. Il va vous donner une idée approximative de votre chiffre d'affaires annuel, à quelque chose près. Et donc, le statut de votre entreprise va correspondre à votre chiffre annuel. Un auto-entrepreneur, le chiffre maximum annuel va être de 77 200 euros par an. Si vous dépassez ce chiffre-là, vous allez devoir passer sur d'autres statuts, type SARL et ainsi de suite. Donc, le business plan va venir conditionner aussi la création de votre entreprise. Si vous savez que par exemple vous allez devoir louer un magasin, louer ou acheter un magasin ou du matériel, par exemple vous travaillez dans le bâtiment, bah vous savez que ça va être votre activité va être facturée plus cher que si vous faites juste une prestation de service, type dans la formation, où ça va s'étaler sur plusieurs mois par exemple. Moi quand je fais des formations, elles s'étalent sur plusieurs mois. Mais en plus de ça, c'est moins cher que si je dois bâtir une maison par exemple. Donc le chiffre d'affaires forcément est plus petit pour un formateur que pour un maçon. Donc tout ça, vous savez déjà que peut-être vous allez devoir aller en SARL, EURL, etc. Donc une fois que vous savez ça, comme je vous disais, ça va venir vous placer, vous allez pouvoir fixer votre statut. Donc il se choisit en fonction de votre étude de marché, de votre business plan, comme je vous le disais, et à savoir que lorsque l'on démarre en auto-entreprise, il est facile de passer ensuite en SARL. Si vous êtes en auto-entreprise et que vous avez vous dépassez le chiffre d'affaires, ou en tout cas vous l'atteignez, vous pouvez passer facilement en SARL ou URL, vous n'allez pas payer de surcoût. Par contre, si vous êtes en SARL, c'est plus compliqué de passer de SARL à micro-entrepreneur, parce que vous avez déjà créé le statut de SARL. SARL en plus c'est vraiment on travaille à plusieurs, on est donc tout ça va venir conditionner quelque chose. Ça va être plus compliqué en fait de venir repasser à un niveau auto-entrepreneur. Donc on peut commencer en tant qu'auto-entrepreneur et rapidement passer au statut au-dessus. Donc le statut il est important parce que le niveau de taxation n'est pas le même. Un auto-entrepreneur
est moins taxé. Un auto-entrepreneur, par exemple, est exonéré de TVA. Donc, du fait qu'il y ait une exonération de TVA, déjà, voilà, il y a une taxe en moins. Exonéré jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que un auto-entrepreneur, il est exonéré, mais s'il atteint le chiffre d'affaires, et on va le voir ensuite ici, où le plafond, non je l'ai pas noté, le plafond il est de 32 300 euros. Pour un auto-entrepreneur qui dépasse les 32 300 euros, il doit atteindre, passer à la TVA, donc déclarer sa TVA. Mais en SARL, URL et tous les autres, eh bien, tous ceux qui sont cités ici, en fait, SARL, URL, SCP, SAS, EIRL. EI, c'est entreprise individuelle, et entreprise individuelle, c'est auto-entrepreneur. Mais tout ça, il y a une TVA. Et en plus, on paye un impôt sur les entreprises quand on est en SARL, tout ça. Donc, la couverture santé varie également selon que l'on soit auto-entrepreneur ou en société. L'auto-entrepreneur ne déclare pas de TVA, donc comme vous le disiez, alors que pour les autres statuts, oui. Les plafonds de chiffre d'affaires sont également différents. C'est 77 700 euros annuels maximum pour l'auto-entrepreneur. Et donc, quand on passe sur le plafond au-dessus, eh ben, on doit passer soit en SARL et ainsi de suite. Donc, eux, après, n'ont pas de limitation de plafond. Il peut être également nécessaire pour certains statuts de payer des frais pour les créer. Donc SARL, alors la SARL c'est 1 euro symbolique, mais il y en a d'autres où on arrive sur des chiffres beaucoup plus élevés. Donc tout ça c'est bien à calculer. Donc le financement il peut être nécessaire. C'est pas obligatoire en fait, il faut comprendre qu'un financement n'est pas obligatoire parce que peut-être que vous avez juste besoin de frais, vous allez juste payer des frais comme ça, par exemple téléphone, internet, mais ça va pas venir faire exploser votre facture. Mais parfois, le financement peut être obligatoire pour vous créer une trésorerie par exemple, pour payer votre finance, pour payer votre magasin, pour payer un loyer. Vous savez que vous allez devoir payer un loyer et au départ, vous n'allez pas forcément générer un chiffre d'affaires. Donc sur le premier mois, deuxième mois, peut-être que le chiffre d'affaires, vous allez en générer un, mais pas suffisant. Donc il y a besoin peut-être d'argent supplémentaire. Donc vous allez devoir demander un financement. Donc pour l'achat, donc comme je vous disais, de tout type de matériel, de locaux, de véhicules, mais également pour disposer d'une trésorerie, comme je vous le disais. Donc il peut être demandé auprès des banques, de certains organismes. Donc en France, on a l'ADI qui propose des financements, qui propose en fait des crédits. C'est un financement donc qui doit être remboursé chaque mois sur 36 mois, ou via des financements régionaux. Donc les régions peuvent financer votre projet. Les régions, les chambres du commerce et d'autres organismes qui aident à cet effet-là. Donc ensuite, quand vous avez réuni toutes ces choses-là, vous pouvez partir sur la création de votre entreprise. En France, donc, on a ce qu'on appelle l'INPI. L'INPI qui est là pour justement recenser la création de votre entreprise. Donc, on a un site et vous allez sur le site de l'INPI et vous allez répondre à différentes questions et vous allez solliciter, vous allez dire sur quel statut vous voulez créer votre entreprise, dans quel domaine, et tout cet aspect-là. Et en fait, l'INPI, elle va se charger de tout, de contacter l'URSSAF, de contacter les impôts, de contacter la CARSAT et toutes ces entreprises-là, et vous n'avez pas à le faire. Tout est centralisé sur l'INPI. Donc, ça, c'est l'aspect assez facilitant qui a été mis en place en France. Donc voilà, pour créer son entreprise aujourd'hui, les choses sont faites pour être facilitées le plus possible, de façon justement à créer de plus en plus d'entreprises, parce que c'est l'optique de l'État français aujourd'hui.
Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Et chez Logos Formation, donc moi je vous propose des accompagnements pour la création d'entreprise. J'ai moi-même, comme vous avez pu le constater, créé mon entreprise, j'ai pu être accompagné, mais j'ai déjà pu accompagner des personnes aussi dans la création d'entreprise. L'objectif est vraiment de donner les clés nécessaires pour que vous y arriviez et donc que vous puissiez que nous puissions aussi vous conseiller de façon à vraiment partir sur les bases les plus saines. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à suivre aussi en retour parce que ça encourage. Et vraiment, je vous remercie encore et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.